Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack pour parler du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain vous a fait une belle surprise. En effet, le cofondateur d'Actu a pu interviewer Bertrand Quenotte, The Voice de France Bleu Normandie, qui va pouvoir nous parler du Hack, mais pas que, dans un entretien au long cours qui a duré plus de 25 minutes et que nous vous restituons fidèlement ici. Installez-vous bien, détendez-vous et profitez bien de notre émission Les À Côté numéro 4. C'est parti et tout de suite, jingle invité. Salut Bertrand, comme on a le droit de le dire jusqu'à fin janvier, pour commencer déjà je te souhaite au nom de l'équipe des activistes et des supporters du Hack une très bonne année 2021 et puis surtout en ce moment je pense qu'on peut te souhaiter une très bonne santé. Ouais, bonne année à tous aussi, bonne année à vous, à l'équipe des activistes et puis à tous les supporters du Havre. Je suis très content de te recevoir dans les activistes et puis pour une fois c'est toi qui vas répondre à quelques questions pour cette petite interview, on va inverser les rôles. Alors bon, comme tu le sais sûrement, tu as laissé de très bons souvenirs et beaucoup de frissons aux supporters havrais depuis ton passage derrière les micros de France Bleu Normandie pour commenter les matchs du Hack. Et donc pour commencer, naturellement, j'ai envie de te demander comment vas-tu depuis que tu as quitté cette magnifique Normandie ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Non, c'est pas trop dur, ça va, mais un peu nostalgique quand même par moment, parce que on a vécu de belles choses au Havre, même si on n'a pas eu la montée, mais on a vécu de belles saisons et pas mal d'émotions et j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter le Hack, à suivre le club et à partager tout ça avec les supporters et je suis tombé, je le dis aussi, amoureux de la ville du Havre. Donc ça a été ça a pas été que de gaieté de cœur de partir, même si aujourd'hui je suis très heureux ici à Montpellier, dans un club qui est passionnant et qui est très très attachant aussi et pour plein de raisons qu'on va pouvoir évoquer, mais non, tout va bien aujourd'hui et voilà, je prends autant de plaisir, c'est différent, ce sera je dis pas que l'un est mieux que l'autre, c'est différent, on évolue et en tout cas c'est un régal aussi cette nouvelle aventure. Ouais, donc comme on le disait, t'as pas attendu que le Hack t'offre des matchs de Ligue 1 à commenter. Bon, en même temps, nous supporters, on est bien placés pour te comprendre. Ça fait quand même 12 ans qu'on attend la Ligue 1. Du coup, peux-tu nous dire un peu comment sont rythmées tes journées, tes semaines aujourd'hui ? La Ligue 1, Montpellier, ça doit quand même changer, ça doit être un autre rythme. Est-ce que tu couvres aussi d'autres sports ? Ben écoute, ici c'est une ville, on va dire, au Havre il y avait aussi d'autres sports, mais ici à Montpellier c'est une ville où il y a du sport de très haut niveau dans différentes disciplines. Il y a évidemment le foot qui reste ma principale activité, le MHSC. Après il y a en club de foot il y a aussi l'AS Béziers et 7 notamment, et puis il y a surtout avant ça entre guillemets. Du point de vue de ce que je traite, le MHR en top 14, le MHB en handball, donc c'est vrai que c'est une ville, on a souvent dit que c'était la ville la plus sportive de France et ça se vérifie, mais on va dire que 90% ou 80% de mon activité, ça reste le foot, la Ligue 1 et Montpellier. Et après, mes journées sont rythmées un peu comme en Normandie, même si ma présence à l'antenne est plus importante ici. À Montpellier, j'ai 2 émissions d'1 heure le lundi et le vendredi. J'ai un consultant, comme j'avais au Havre avec Alexis Bertin, là c'est Geoffrey Dernis, qui est consultant sur les émissions et qui est consultant sur les matchs. Tous les jours, j'ai une chronique aussi à fournir sur la paillade tous les matins. De 2 minutes à l'antenne. Les matchs, évidemment, à commenter. On commente tous les matchs comme c'était le cas à mon époque au Havre, à domicile, à l'extérieur. Et puis, le reste, c'est de l'info, c'est de l'actu sport, donc pour les journaux, donc tous les sports que j'ai cités. Mais c'est vrai que un bon 80% de mon activité, c'est la paillade. Et justement, je voulais revenir avec toi sur la paillade et Montpellier côté football. Sur un plan sportif, là, on sent que cette équipe elle est dans le dur là maintenant depuis quelques semaines, quelques matchs. C'est que vous êtes classé milieu de tableau, 11e pour être bien précis. J'ai noté que leur dernière victoire remontait au 29 novembre dernier. Ça commence à faire un moment. C'était 1-0 sur la pelouse de Lorient.
Donc pour le moment, on peut le dire, Montpellier est en retard sur ses ambitions affichées en début de saison. En discutant un peu sur les réseaux avec les supporters, ils m'ont dit que le club a affiché des ambitions d'un top 8, voire une qualification en Europa League dans la bouche de certains joueurs. Est-ce que tu crois, toi, que cet effectif a les ressources pour inverser la tendance en Ligue 1 là? Bah écoute, j'ai cru longtemps que cet effectif avait la capacité d'aller chercher en effet une place européenne, puisque Michel Derzakarian le met cet effectif dans les 10 premiers depuis qu'il est arrivé au club et qui s'est quand même étoffé la saison dernière en perdant peu de joueurs. Et donc j'avais le sentiment, et en plus c'est une équipe qui est bourrée de talent et qui a des très gros talents individuels comme Mollet, Savanier, Delors, Laborde, en parlant que des offensifs, mais ça coince un peu, notamment parce que c'est une équipe qui malheureusement cette saison montre du déséquilibre, une défense qui prend énormément de buts, et donc là elle est sur une série de 7 matchs sans victoire en Ligue 1, et donc on s'interroge clairement. Moi je commence clairement à douter de sa capacité, pas de son potentiel ni de son talent, mais de sa capacité à être régulière et à remonter la pente, parce que l'écart quand même s'est un peu creusé et qu'il y a du monde devant. C'était déjà pas simple parce que c'est pas le plus gros budget, hein, c'est le 11e ou 12e budget de Ligue 1. Donc voilà, le fait déjà d'être dans le top 8, c'est déjà une prouesse, mais ensuite aller chercher une place européenne dans le championnat, il y a quand même des très grosses équipes en face avec des moyens différents, et je pense que voilà, la cassure qui s'est opérée depuis 7 journées fait que ce sera très compliqué. Il faudrait faire une série incroyable, mais pourquoi pas, et si c'est pas le cas, pourquoi pas via la Coupe de France, puisque c'est aussi une équipe qui est capable de faire des coups. Donc pourquoi pas aller chercher une place européenne par ce biais-là. Sinon, ce sera la saison prochaine, mais alors là, pour le coup, l'effectif sera sans doute un petit peu renouvelé, parce qu'il y aura sans doute des départs, que ce soit Laborde, Delors, Mollet. C'est des garçons qui pourraient partir, et l'entraîneur aussi pourrait changer l'été prochain, parce qu'il est en fin de contrat. Oui, ils vont avoir du mal à garder leurs individualités là, qui sortent un peu du lot, et aussi parce que si ils finissent pas à une super place, ils vont avoir un peu de mal à garder tous leurs joueurs. C'est finalement c'est comparable à la situation du Havre, hein. On sait ce que c'est quand on n'atteint pas l'objectif ultime, alors que pendant ce temps-là, on s'est malgré tout fait repérer en tant que joueur. C'est compliqué de rester, quoi. On a forcément des sollicitations, et puis on reste pas, parce que, alors pour le Montpellier Hérault, parce qu'il n'y a pas l'Europe au bout, et pour le Havre parfois parce qu'il n'y a pas la montée en Ligue 1, et donc on part ailleurs. Donc c'est des situations qui sont en tout cas de ce point de vue-là un petit peu comparables, ouais. Ah, d'ailleurs, oui, juste une petite question par rapport pour refaire un petit parallèle avec le HAC. Tu as eu l'occasion de voir Pape Gaye évoluer sur les terrains de Ligue 1. Tu as eu l'occasion de le voir sur les terrains de Ligue 2. J'en profite, là, je fais juste une petite aparté de Pape Gaye. Qu'est-ce que tu en penses, du coup? Il prend toute l'ampleur qu'on espérait de lui, non? Ouais, il fait partie. Il y a quelques joueurs comme ça, des anciens du Havre, que j'ai pu voir sur Moukoudi, aussi avec Saint-Etienne. Ouais. Pape Gaye, je l'ai vu très récemment, puisqu'on est allé au Vélodrome début janvier, et il m'a. J'ai pas eu de la chance, parce qu'il est globalement très satisfaisant cette saison, mais il a fait un match pour le coup assez énorme ce jour-là avec Camara au milieu. Et il a pris une nouvelle dimension. Alors je l'ai regardé évidemment la saison dernière, où il a beaucoup joué avec vous, mais il a pris une nouvelle dimension. Il est je trouve assez impressionnant, parce qu'il y a d'abord le fait de s'adapter à la Ligue 1, et tout le monde n'y parvient pas, mais il y a le fait de s'adapter à la Ligue 1 à Marseille, ce qui est encore une autre difficulté, parce qu'on a aussi vu des joueurs clairement confirmés en Ligue 1 qui, arrivant à Marseille, échouaient. Et Pape Gaye, lui, non, du tout. Et je trouve au contraire, il dégage vachement de ce qu'il dégageait au Havre, mais vachement de sérénité, de simplicité, de fraîcheur, et il est et en même temps il n'est pas dépassé. En même temps, je trouve qu'il s'adapte bien au très haut niveau, et voilà, c'est une des satisfactions à mon avis à l'OM cette saison. Ouais, on savait qu'il avait du talent, mais c'est vrai que ça faut le faire à l'OM dans un contexte toujours un peu particulier, difficile. Ouais, puis c'est un joueur qui a qu'une seule vraie saison en Ligue 2, hein, finalement. Ouais, c'est vrai. Et bon, non, je trouve que dans ce contexte-là, c'est chapeau à lui.
Et donc bon, on l'a vu un peu sur les réseaux, hein, tu as reçu un super accueil des supporters et des followers de Montpellier, hein, qui te disent souvent que tu es la meilleure recrue estivale. Tu as toujours eu de bons retours sur ton travail, en tout cas même quand tu étais au Havre, et ça continue. Tu es surtout le premier à avoir intégré autant d'interactions avec nous, les supporters, notamment grâce aux réseaux sociaux. Je me souviens de super soirées passées avec toi derrière mon poste de radio, là, à interagir en direct. Et donc du coup, on se demandait, nous, c'est quoi la prochaine étape de Bertrand Queneut dans son métier de journaliste? Euh, je sais pas, je vais faire une réponse de footballeur. Ouais. Je prends les matchs les uns après les autres. Non, Voilà. je sais pas. Je me projette pas. Je suis arrivé il y a encore peu de temps ici et on y est venu pour y être quand même un petit moment. Et donc voilà, je sais pas. Évidemment, il y a des choses dont je peux avoir envie, mais bon, j'ai la chance aussi d'avoir fait, d'avoir connu des trucs un peu différents, d'avoir été sur une Coupe du Monde aussi, d'avoir fait un peu de Ligue des Champions, etc. Même si voilà, d'y avoir goûté un petit peu via France Info et aujourd'hui, je suis bien ici. Voilà, j'ai connu mon premier club au suivi avec un suivi quotidien, c'était Le Havre en Ligue 2. Aujourd'hui, c'est Montpellier en Ligue 1. C'est un club ambitieux, c'est un club qui est très très agréable à suivre. Donc aujourd'hui, j'ai pas de velléité de départ, on va dire, pour reprendre des termes de foot, mais je sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, c'est vrai que je suis heureux ici. On va parler du hack maintenant. On sait que tu suis toujours le hack, tu l'as rappelé tout à l'heure, donc tu es bien au courant de ce qu'on vit cette saison, malheureusement. Ouais. Et on voulait, avec ton œil expert, avoir un peu ton analyse de la situation du hack qui se retrouve actuellement là à devoir jouer le maintien, en tout cas pour le moment, et on espère de s'en sortir le plus rapidement possible. Mais voilà, la situation, c'est le constat. Le hack joue le maintien aujourd'hui et on voulait avoir un peu ton retour par rapport à ça. C'est vrai que je suis le hack avec beaucoup d'attention. Je sais, on va dire qu'après Montpellier, c'est peut-être le premier club dont je regarde les résultats. Et puis évidemment, la situation m'attriste aujourd'hui, mais est-ce que je suis surpris? Oui et non, en fait. Oui, parce que je pensais pas quand même que c'était une équipe qui allait finir par jouer le maintien. En tout cas, je l'imaginais pas évidemment au moment de quitter le club, en tout cas la région. Et non parce que je trouve moi que comment le dire de façon la plus claire et la moins blessante possible. Je trouve que c'est un club qui finalement vit un gros gâchis par rapport à tout l'espoir et les attentes qu'a suscité l'arrivée de Vincent Volpe. Je pense que c'est pas un club qui est géré comme il devrait ou pourrait l'être et qui n'est pas géré au mieux. Et voilà, après c'est toujours facile de l'extérieur et encore plus moi de l'extérieur parce que j'y travaille plus au quotidien. Mais je trouve que l'évolution est pas géniale. Je vois moi pas trop, à part de dire cette même rengaine chez certains que le club, contrairement à l'ère Louvel, passe la DNCG sans problème. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais est-ce que c'était l'unique promesse de Vincent Volpe? Je crois pas. Moi, j'ai souvenir d'un président qui, alors il aurait peut-être pas dû, c'est peut-être l'erreur, elle est peut-être juste dans la communication. Il aurait peut-être pas dû dire que tous les ans il visait la montée, et encore moins, je trouve, cette année avec un effectif qui s'est totalement affaibli. Ouais. Alors oui, la crise, oui, tout ça, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de promesses qui sont pas du tout à la hauteur des moyens qui sont donnés au club, aux entraîneurs et notamment au staff professionnel. À la limite, je reproche même pas j'ai même pas à reprocher la gestion. Il gère le club comme il veut. Mais c'est le décalage entre la gestion et les promesses que je trouve pas insultant, mais pas normal. Et après, évidemment, on tape sur, je vois, on tape sur Paul Le Guen, sur le staff, sur les joueurs, etc. Oui, on peut, bien sûr, chacun a ses défauts et tout le monde a sans doute sa part de responsabilité, mais moi, ce que je constate quand même, c'est que les entraîneurs passent, les joueurs passent, la direction reste et que les problèmes s'aggravent. Alors, est-ce que c'est la faute des entraîneurs qui se sont tous succédés? J'ai été le premier, moi, à critiquer par moment Oswald Tanchot, qui a par ailleurs fait des choses très intéressantes.
J'ai été le premier à critiquer Bob Bradley, qui a fait des choses très intéressantes sur le peu de temps où il a été au club. Je peux être le premier éventuellement à critiquer les compos, les mises en place de Paul Le Guen, oui, d'accord. Mais en attendant, eux, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Et aujourd'hui, Paul Le Guen ne le dira peut-être pas, mais d'autres entraîneurs passés avant l'ont dit, en tout cas en off, il y avait un décalage entre ce qu'on leur promettait et ce qu'ils avaient en définitive comme joueurs, notamment dans les recrues. Et aujourd'hui, quand Vincent Volpe dit c'est pas un problème d'argent et le staff a tout ce qu'il veut, moi je peux vous dire que c'est faux. En termes de joueurs et de moyens, je peux vous dire que c'est faux. C'est vrai que nous, on le ressent de plus en plus, ce décalage, hein, ça se creuse complètement. Et c'est vrai que cette phrase, c'est pas un problème d'argent, il est revenu après sur ses déclarations. On en a rigolé aussi avec Benoît Dankel parce que il a changé un tout petit peu le sens de la phrase et du coup, ça voulait plus dire la même chose. Mais il a bien dit, c'est pas un problème d'argent au départ, quoi. Donc, c'est vrai que dans sa communication, de temps en temps, il est quand même assez maladroit. Et puis, ce qui nous a un peu fait tiquer aussi, c'est au mois de décembre, quand Pierre Ventier a fait son bilan après 2 ans après son arrivée. Il a dit mot pour mot ce qu'il avait dit 3 mois après son arrivée. Le Havre est un club trop tranquille, il se passe rien, c'est tranquille à tous les étages du club, les gens ont l'impression que c'est le Club Med, etc. Sauf que nous, on l'a mal pris parce que c'est quand même son rôle à lui, depuis 2 ans normalement, de mettre un coup de pied, j'ai envie de dire là-dedans, de faire bouger les choses. Et vraiment, c'était dur de lire 2 ans après, pile 2 ans après, quasiment jour pour jour, les mêmes mots de constat. Le Havre est un club trop tranquille. Moi, j'avais envie de demander à M. Ventier ce qu'il a fait, quoi. On est d'accord. Voilà. On peut s'interroger sur les bilans, on peut s'interroger sur les PowerPoint du président qui se succèdent et qui sont les mêmes tous les ans. Mais encore une fois, moi je veux bien, en effet, moi je dis pas que Vincent Volpe c'est le mal absolu et que non, je pense qu'il se trompe. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il se trompe. Je pense que d'avoir fait un hôtel et d'avoir fait grandir aussi vite les féminines et d'avoir je pense qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il a pas orienté correctement sa politique. Je pense qu'il ne s'est pas forcément entouré que des bonnes personnes. Et à un moment donné, évidemment qu'on peut critiquer les joueurs. Je suis le premier, par exemple, à critiquer. Je le dis, j'adore ce joueur intrinsèquement, Jean-Pascal Fontaine. Mais je suis le premier à dire, et j'étais le premier à dire à l'époque, qu'il est irrégulier et que est-ce qu'au bout de 15 ans passés au club, sans résultat collectif, est-ce qu'il fallait pas à un moment donné dire stop, par exemple? Bon, est-ce qu'il fallait pas à un moment donné dire stop à d'autres garçons? Bon, ça c'est les joueurs. On peut les critiquer. On peut critiquer encore une fois le staff, mais on l'a changé 3-4 fois. Et en définitive, la direction, elle allait rester et le club, est-ce qu'il a évolué? Moi, je veux bien qu'on accorde plein de choses à Vincent Volpe. Il a sans doute plein de qualités et de management, etc. Peut-être, très bien, c'est un chef d'entreprise qui a réussi. Mais le football, c'est autre chose. Et aujourd'hui, quel est son bilan? Moi, je dis simplement ça. Quel est son bilan? Moi, j'ai pas vu le club évoluer positivement depuis qu'il est arrivé. Et encore une fois, c'est un problème de communication. Si Vincent Volpe était arrivé au club en disant je vais voir, on fera ce qu'on peut. On va y aller tranquille. Tranquille, ok. Sauf que ça fait 4-5 ans aujourd'hui qu'il promet la Ligue 1. Oui, et puis maintenant, difficile retour en arrière. Hein. Il peut pas dire ah bah non, finalement, je promets plus ça, on va y aller tranquille. Enfin, c'est. Et pourtant, l'équipe s'affaiblit. Mais justement, donc si on revient sur le plan sportif, donc on l'a dit, le HAC est dans une situation délicate. On est à 6 points du premier barragiste. D'après toi, quel est l'objectif de Paul Le Guen? Donc c'est sauver le club de la Ligue 2 le plus rapidement possible. Enfin, oui, rester en Ligue 2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la saison prochaine. On tire un trait. On fait jouer les jeunes. Et est-ce que cet été, il faut qu'on réalise un gros turnover? On est dans tout ça, c'est suspendu à la. Moi, d'accord, Paul Le Guen est manager général, mais tout ça, c'est suspendu aux moyens qu'on va lui donner. Qu'est-ce qu'on va lui donner en fin de saison? Quelle orientation Pierre Ventier et Vincent Volpe vont lui donner? Quels moyens financiers ils vont lui donner? Quels joueurs ils vont lui permettre d'obtenir? Moi, Paul Le Guen, il fera avec ce qu'il a. Alors après, il fera ses choix, ils seront bons ou mauvais. Mais il fera avec ce qu'il a. Aujourd'hui, ce qu'il doit, c'est sauver le club. Évidemment, ça, c'est une certitude. Je pense que, très franchement, le Havre va se maintenir. Je vais vous dire un truc. J'en aurais douté. Je dis pas que c'est le Messi, hein, mais j'en aurais douté si un attaquant n'était pas arrivé. Heureusement, Boutaïb a fini par pouvoir être homologué. J'en aurais douté, hein, parce que Thiaré, c'est une vraie débauche d'énergie, mais c'est pas un finisseur.
Et malheureusement, c'est pareil, hein, si on fait le constat depuis 3-4 ans, le Havre a la chance d'avoir joué les barrages ou d'être monté, de pas être monté de peu, etc. Grâce à chaque fois à un très grand attaquant. Ils ont eu du cul tout du nez. Du cul, c'est que la formation ait bien marché avec les Moussé, et puis du nez, c'est Kadewere. Mais là, cette saison, avec un effectif qui était affaibli, voire très affaibli pour certains postes, et sans attaquant, très franchement, je craignais le pire. Là, je me dis, bon, voilà, ils ont un attaquant qui s'appelle Boutaïb, il mettra le nombre de buts qu'il mettra, mais en tout cas, cette équipe-là se maintiendra. Je pense qu'il y a plus faible en Ligue 2 aujourd'hui. Mais pour les années à venir et la saison prochaine, très gros point d'interrogation. Ouais, comme on dit, l'arbre qui cachait la forêt, hein, Kadewere était un beau gros arbre. Ouais, comme Moussé porté, pas à lui tout seul, mais quand même. À son âge. Pour la hisser à son âge, c'est quand même un gamin de 19-20 ans qu'on s'en est remis pour marquer des buts et pour essayer de monter en Ligue 1. Ensuite, c'est à Kadewere qu'on s'en est remis pour à la fois tenter de monter et à la fois masquer le reste. Et aujourd'hui, il y avait plus cet attaquant qui marque les buts, qui fait que, comme tu dis, ça cache un peu la forêt. Mais aujourd'hui, l'équipe, elle a beaucoup plus de. C'est pareil, ça, sur le bilan, quoi. Aujourd'hui, on a une équipe qui a beaucoup plus de lacunes que moi quand je suis arrivé au Havre. Enfin, moi, j'ai quand même souvenir que quand j'arrive au Havre, alors certes, hein, on pourra dire, ils nous ont pas fait monter en Ligue 1, mais c'est une équipe qui avait de la gueule. Il y avait Cédric Cambon en défense. Il y avait Denis Bain. Il y avait devant Mathieu Duhamel, Ghislain Gimbert. Il y avait quelques jeunes comme ça qui pointent. Aujourd'hui, je trouve que l'équipe, elle s'est affaiblie. Et je trouve que c'est trop facile de taper sur Paul Le Guen. Ils font avec les moyens qu'on leur donne. Ils ont sans doute des torts, je dis pas, hein. Bien sûr, peut-être. On peut critiquer les compos, on peut critiquer les choix, on peut critiquer les changements. Je le fais ici avec Michel Derzakarian. Mais ils font aussi avec les moyens qu'on leur donne. Michel Derzakarian, par exemple, pour le défendre en ce moment, on dit souvent, oui d'accord, aujourd'hui il n'a pas une place européenne, mais il a un effectif, c'est le 12e budget. D'accord. Alors il a un club, c'est le 12e budget, et puis il a un effectif, il est ce qu'il est, il est moins étoffé que chez le voisin. Mais au Havre, force est de constater qu'aujourd'hui il a un effectif qui est moins étoffé que les j'en sais rien, que les 7-8 premiers de Ligue 2 à mon avis, Paul Le Guen. Oui, c'est clair. Quel club qui vise la montée aujourd'hui, qui est dans les 5 premiers, n'avait pas d'attaquant jusqu'en décembre? Oui, c'est sûr. Il aurait fallu qu'il soit dans les 5 premiers sans attaquant, mais on marche sur la tête. C'est impossible. Pour finir, j'aurais aimé connaître un peu ta vision sur un sujet qui est un peu plus général d'actualité qui touche le football de plein fouet. Ça concerne les droits de télé et le scandale Mediapro et tout ce qui en découle, bien évidemment. Toi, et même, j'ai envie de dire, de ton œil de média, comment tu analyses la situation? Est-ce que tu penses que vraiment qu'il y a certains clubs qui vont pas redémarrer la saison prochaine? Ouais, je suis pas dans les comptes des clubs, mais il y a un vrai risque. Moi, je peux te parler de Montpellier, par exemple. Il n'y a pas de risque pour que ça ne redémarre pas, mais je peux te dire que, par exemple, Montpellier, c'est un club qui, sur les 10-12 dernières années, avait mis 28 millions d'euros de fonds propres de côté, avec une bonne gestion et tout. C'est un club très bien géré, Montpellier, attention. 28 millions d'euros de fonds propres, ils sont quasiment envolés. C'est quand même hallucinant. Et c'est un club qui aujourd'hui va sans doute devoir avoir recours à la holding Nicolin pour éponger, pour voilà. Alors, on parle d'un club qui avait 28 millions d'euros de fonds propres, 12 années de Ligue 1, enfin une dizaine d'années de Ligue 1 et une bonne gestion. Mais tu as des clubs qui sont beaucoup plus fragiles. Tu as des clubs qui sont montés en Ligue 1 ou qui sont montés en Ligue 2 récemment. Tu as des clubs qui font pas de vente. Tu as des clubs parce que tout le monde n'a pas c'est pareil, quoi. Enfin, on pourra en parler des heures, mais tu as des clubs qui font pas les ventes qui ont été faites par le Havre ces dernières années. Ça, c'est clair. Qui n'ont pas de public, et ces clubs-là, ils sont ric-rac. Et oui, clairement, aujourd'hui, passer des 800 et quelques millions d'euros promis par Mediapro à la moitié, si c'est racheté, parce que c'est pas racheté encore. C'est clair. Ouais, ça fait flipper. Aujourd'hui, les droits télé, c'est plus de 60% pour un club comme Montpellier. Ça varie selon les clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, mais c'est énorme. Et ouais, tu as des clubs qui sont en danger. Aujourd'hui, tu as des clubs. Alors, est-ce qu'ils repartiront pas? Je sais pas. Mais tu as des clubs qui vont très très mal le vivre.
Bien sûr. Et je suis pas sûr qu'un club, tu vois, un club comme Caen, par exemple, qui aujourd'hui fait un PSE, c'est quand même grave. Je veux dire, je suis pas sûr du tout qu'un club comme Le Havre soit totalement à l'abri et qu'à un moment donné, le président doive y aller de sa poche. Ouais, je suis pas sûr du tout qu'un club comme Le Havre soit à l'abri de ce qui vient d'arriver au Stade Malherbe de Caen, par exemple. Ouais, après, ce qu'on entend dire un peu aussi, c'est que certains diront que Le Hack et Volpe ont eu le nez fin parce qu'ils n'ont pas dépensé un centime l'été dernier, etc. Bon, peut-être qu'ils vont tirer du positif de ça, mais je suis pas sûr que ce soit en ayant eu le nez fin, quoi. Ouais, parce que alors du nez fin peut-être de ce point de vue-là, mais du coup, du point de vue des résultats sportifs, tu les as pas et tu prends le risque de vivre une saison galère, voire une saison dangereuse. Donc bon, ça peut se rediscuter en fonction du classement en fin de saison, quoi. Ouais, on verra début de saison Même prochaine. si encore une fois, je pense que évidemment le Havre va se maintenir. J'ai aucun doute sur le fait que le Havre va se maintenir cette saison. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté de répondre déjà à nos questions. Avec plaisir. Et puis bon, faut le dire à ceux qui nous écoutent, quand je t'ai contacté, t'as pas hésité une seconde, donc c'est super sympa, on est super content de t'avoir eu, et puis d'avoir de tes nouvelles, et puis de toute façon on en prend régulièrement sur les réseaux. Ouais, et même si je suis, encore une fois, je l'ai dit, très heureux ici à Montpellier avec le club de Montpellier et les supporters de Montpellier, mais les sollicitations qui viennent du Havre, elles sont au-dessus de la pile. Donc c'est avec plaisir que j'échange avec vous. C'est super gentil, merci beaucoup. Et à bientôt alors. À bientôt.